Sous le soleil brûlant de Floride, là où des eaux anciennes creusent des prairies infinies, se trouve l'une des régions sauvages les plus extraordinaires de la planète. C'est un endroit où les frontières entre terre et eau s'estompent pour créer une magie, où la survie ne dépend pas seulement de la force, mais aussi de la compréhension du rythme de la nature elle-même. La brume matinale s'élève des eaux peu profondes qui s'étendent au-delà de l'horizon, révélant un paysage qui semble respirer la vie. Les prairies de Sawgrass ondulent telles les vagues de l'océan, leurs pointes dorées captant les premières lueurs de l'aube. Au loin, des hamacs de feuillus s'élèvent tels des îles au-dessus de cette mer d'herbe, offrant refuge aux créatures qui y vivent depuis des millénaires. Ce n'est pas une zone humide ordinaire. C'est une rivière vivante, large de 80 km et profonde de quelques centimètres seulement, qui coule imperceptiblement vers le sud, en direction du golfe du Mexique. Chaque goutte d'eau qui tombe ici marque le début d'un voyage qui prendra des mois, nourrissant au passage un écosystème d'une complexité époustouflante. Alors que le soleil monte, la symphonie des Everglades commence. Le chant envoûtant des grues du Canada résonne dans le marais, auquel répond le clapotis d'un alligator glissant dans l'eau sombre. Au loin, le cri d'une panthère perce l'air humide, rappelant que ce paysage paisible abrite certains des prédateurs les plus redoutables du continent. Ici, les saisons ne sont pas marquées par la neige ou la chute des feuilles, mais par la montée et la descente des eaux qui dictent le destin de tout être vivant. Avec les pluies, les Everglades se transforment en un vaste lac peu profond, contraignant prédateurs et proies à une danse complexe de survie. À la saison sèche, l'eau se retire, concentrant la vie dans des bassins toujours plus petits où les règles du jeu deviennent d'une rigueur redoutable. Bienvenue au parc national des Everglades, où le cœur sauvage de la Floride bat encore fort. Les premières gouttes de la saison des pluies frappent la boue brûlée par le soleil avec la force des balles, soulevant de minuscules nuages de poussière bientôt oubliés. En quelques heures, le paysage aride commence sa transformation. L'eau se répand sur la prairie de Sawgrass comme du mercure renversé, remplissant chaque dépression et chaque crevasse. Mais à certains endroits, l'eau n'a jamais complètement disparu. Dans un bassin profond entouré d'une végétation mourante, quelque chose d'immense s'agite sous la surface. Deux yeux anciens percent la surface, suivis du dos strié d'une créature restée pratiquement inchangée depuis 200 millions d'années. Il s'agit d'un alligator mâle américain, prédateur parfaitement adapté de 4 mètres, en passe de devenir l'architecte le plus important des Everglades. La puissante queue de l'alligator le propulse dans l'eau avec une grâce surprenante. Sa destination est une dépression peu profonde qu'il entretient depuis des années, utilisant son corps massif comme un bulldozer vivant pour dégager la boue et la végétation accumulée. Ce trou à alligator deviendra une oasis cruciale au retour de la saison sèche, mais pour l'instant, il lui sert de terrain de chasse personnel. À mesure que le niveau de l'eau monte, l'univers de l'alligator s'agrandit. Les petits poissons qui ont survécu à la saison sèche dans des bassins dispersés trouvent soudain de la place pour se déplacer et se reproduire. L'alligator navigue dans l'eau qui s'étend, ses mouvements créant des ondulations à peine perceptibles. Ses yeux et ses narines restent à la surface, tandis que le reste de son corps glisse silencieusement en dessous, une technique perfectionnée au fil des millions d'années. Un grand héron bleu avance délicatement dans les eaux peu profondes avoisinantes, apparemment inconscient de l'imposant prédateur. Mais les deux animaux comprennent les règles tacites de cette relation. Le héron est trop grand et alerte pour être une proie facile, tandis que l'alligator a appris que la patience est plus efficace que l'agression. Ils partagent le même terrain de chasse, poursuivant des proies différentes avec un respect mutuel. Le régime alimentaire de l'alligator change au gré des saisons et de la disponibilité des proies. Pendant la saison des pluies, lorsque les petits poissons et les grenouilles abondent, il se nourrit régulièrement, mais de manière opportuniste.
Un éclaboussement soudain peut indiquer qu'un poisson saute pour échapper à un prédateur plus petit, pour finalement se retrouver entre les mâchoires d'un prédateur beaucoup plus gros. La force de morsure de l'alligator, mesurée à plus de 900 kg par pouce carré, peut écraser la carapace d'une tortue comme une coquille d'œuf. Mais le rôle de l'alligator américain dans les Everglades va bien au-delà de celui d'un simple prédateur. À l'approche de la saison sèche et de la baisse du niveau de l'eau, les terriers d'alligator qu'il a entretenus deviennent des sources de vie pour d'innombrables autres espèces. Poissons, grenouilles, tortues et oiseaux dépendent tous de ces refuges pour survivre aux mois de sécheresse à venir. Le corps massif de l'alligator émerge de l'eau tandis qu'il se hisse sur une berge boueuse. Ses écailles sombres, chacune un chef-d'œuvre d'armure naturelle, brillent au soleil de l'après-midi. Il ouvre grand ses mâchoires, révélant des rangées de dents coniques conçues pour saisir plutôt que pour mâcher. Ce comportement, appelé bâillement, l'aide à réguler sa température corporelle et peut servir d'avertissement à ses concurrents potentiels. À mesure que la saison des pluies avance, l'alligator pense à la reproduction. Les beuglements profonds qui résonnent dans le marais sont ses chants d'amour, des appels à basse fréquence qui peuvent parcourir des kilomètres dans l'eau. Ces vocalisations, autant ressenties qu'entendues, annoncent sa présence aux partenaires potentiels et avertissent les mâles rivaux de garder leur distance. La domination de l'alligator américain sur les habitats aquatiques des Everglades offre des opportunités de prospérité à d'autres espèces. Tandis que ce prédateur suprême patrouille les eaux profondes, un chasseur d'un genre tout à fait différent a conquis les eaux peu profondes, misant sur la discrétion et la patience plutôt que sur la force brute. Dans la lumière dorée du petit matin, une silhouette sculpturale se dresse immobile dans l'eau peu profonde. Le cou serpentin du grand héron bleu est enroulé comme un ressort, prêt à frapper à la vitesse de l'éclair dès que l'occasion se présente. Cet échassier d'1,20 m incarne l'art de la patience, une aptitude qui en a fait l'un des chasseurs les plus performants des Everglades. Le plumage bleu ardoise du héron lui offre un camouflage parfait contre les ombres matinales. De longues plumes noires s'étendent de l'arrière de sa tête, tel le cimier d'un noble, tandis que ses yeux jaunes vifs scrutent l'eau avec une attention constante. Chaque muscle de son corps est tendu et prêt, mais il semble parfaitement détendu, maître de son art et démontrant une technique parfaite. Un petit poisson fonce dans les eaux peu profondes, inconscient que la mort l'attend à quelques centimètres. La tête du héron reste immobile, mais ses yeux suivent ses mouvements avec une précision mécanique. Des années d'expérience lui ont appris à prendre en compte la réfraction de la lumière dans l'eau, l'angle exact nécessaire pour compenser la position apparente de sa proie. L'attaque survient sans prévenir. Le coup du héron se déroule à la vitesse d'un ressort, son bec pointu transperçant l'eau avec une précision chirurgicale. Un instant plus tard, le poisson se débat désespérément dans les bras de l'oiseau. Le héron rejette la tête en arrière, positionne le poisson tête la première et l'avale tout entier. La séquence complète dure moins de 2 secondes. Mais la réussite du grand héron ne dépend pas seulement de ses réflexes rapides. Pendant la saison des pluies, lorsque l'eau envahit le paysage, l'oiseau doit parcourir de vastes territoires pour trouver des terrains de chasse propices. Ses ailes puissantes, d'une envergure de près de 2 mètres, le transportent sans effort d'une zone d'alimentation à l'autre. Depuis les airs, le héron surveille la prairie inondée tel un général étudiant un champ de bataille, à la recherche des signes révélateurs de l'activité des poissons. Les longues pattes du héron, parfaitement adaptées à la marche à gué, lui permettent de chasser dans des eaux jusqu'à 60 cm de profondeur. Ses doigts sont largement écartés, répartissant son poids de manière si uniforme qu'il peut marcher sur une boue meuble qui engloutirait un animal plus lourd. En se déplaçant dans le marais, chaque pas est posé avec soin, évitant ainsi toute ondulation susceptible d'alerter une proie potentielle. Au plus fort de la saison des pluies, les grands hérons profitent de l'abondance pour se préparer aux défis à venir. Ils se nourrissent de poissons, de grenouilles, de petits reptiles et même, à l'occasion, de petits mammifères ou d'oiseaux.
Leur régime alimentaire varie selon les saisons et la disponibilité des proies, démontrant ainsi la flexibilité qui en a fait l'un des oiseaux aquatiques les plus répandus en Amérique du Nord. Le caractère solitaire du héron change radicalement pendant la saison de reproduction. Ces oiseaux, habituellement antisociaux, se rassemblent en grandes colonies appelées rouqueries, souvent situées dans la cime des grands cyprès. Les mâles effectuent des parades nuptiales élaborées, étirant leur cou vers le ciel et dressant leurs plumes ornées. Les couples qui réussissent construisent de grands nids de branches où ils élèveront leurs petits pendant la saison sèche à venir. À mesure que la matinée avance, le héron poursuit sa chasse patiente. Un mouvement soudain dans l'eau attire son attention, non pas l'éclair d'un poisson, mais l'approche d'un autre chasseur. Une forme sombre et élancée glisse juste sous la surface, ses mouvements étant trop délibérés pour être autre chose qu'un prédateur. Le héron observe avec intérêt mais sans inquiétude ce spécialiste sous-marin qui démontre sa remarquable technique de chasse. Sous la surface des Everglades, là où le grand héron bleu ne peut le suivre, un autre maître chasseur traque sa proie avec la même habileté, mais avec des méthodes totalement différentes. L'aninga, parfois appelé dindon d'eau ou oiseau-serpent, représente l'une des machines de pêche les plus spécialisées de la nature, parfaitement adaptée à la chasse sous-marine. Le corps lisse et sombre de l'aninga fend l'eau sans être perturbé. Contrairement à la plupart des oiseaux aquatiques, ses plumes ne sont pas imperméables, ce qui lui permet de réduire sa flottabilité et de plonger plus facilement. Son long cou flexible se déplace avec une grâce serpentine, ce qui lui a valu le surnom de oiseau-serpent, des premiers observateurs qui ne voyaient que sa tête et son cou fendre la surface de l'eau. Les yeux jaunes de l'oiseau, positionnés pour offrir une excellente vision binoculaire, suivent le mouvement d'un gros poisson nageant nonchalamment dans la végétation submergée. Le cou de l'aninga est incliné, son bec en forme de lance étant positionné pour une frappe précise. Contrairement au héron, qui doit compenser la réfraction au-dessus de l'eau, l'aninga attaque depuis le même milieu que sa proie, éliminant ainsi l'illusion d'optique qui rend la pêche en surface si difficile. L'attaque est rapide et décisive. Le bec pointu de l'aninga, au bord dentelé, transperce le poisson juste derrière les branchies. Mais voici le défi qui rend cet oiseau unique parmi les oiseaux aquatiques. Il doit remonter à la surface et manipuler sa prise sans la perdre. Son bec est conçu pour pénétrer et non pour saisir. Il doit donc retourner le poisson pour le placer dans la position idéale pour l'avaler. Brisant la surface, l'aninga balance sa tête avec une précision experte, projetant le poisson dans les airs. Avec un timing parfait, il attrape le poisson tête la première et l'avale tout entier. Le succès de chasse de l'aninga dépend fortement de la clarté et de la température de l'eau. Pendant la saison des pluies, lorsque l'eau douce se répand, l'oiseau recherche les zones où l'eau reste relativement claire. Il chasse souvent dans les marécages et les chenaux plus profonds où se rassemblent les plus gros poissons. Sa capacité à rester immergé pendant de longues périodes, parfois jusqu'à 1 minute, lui permet de poursuivre des proies inaccessibles aux autres oiseaux aquatiques. Après chaque partie de pêche, l'aninga doit adopter un comportement qui le distingue des autres oiseaux aquatiques. Il doit sécher ses plumes. Perché sur une branche ou un tronc d'arbre, les ailes déployées, l'aninga ressemble à un symbole héraldique, ses plumes sombres luisantes au soleil. Cette nécessité de sécher son plumage limite son aire de répartition aux zones où il abonde en perchoir, mais elle offre également l'une des images les plus emblématiques des Everglades. Les habitudes de nidification de l'aninga reflètent sa spécialisation aquatique. Pendant la saison sèche, lorsque le niveau de l'eau baisse et que les poissons se concentrent dans des zones plus restreintes, les aningas se rassemblent en colonies pour se reproduire. Leur nid de branches, construit dans des arbres surplombant l'eau, facilite l'accès au territoire de chasse tout en protégeant les œufs et les jeunes des prédateurs terrestres. À mesure que la saison des pluies avance, le monde sous-marin de l'aninga devient de plus en plus peuplé. La montée des eaux apporte de nouveaux défis et opportunités, non seulement pour l'aninga mais aussi pour toutes les créatures qui dépendent des écosystèmes aquatiques des Everglades. Parmi celles-ci, rares sont celles qui sont aussi parfaitement adaptées à la vie aquatique que l'aninga, mais un groupe ancien maîtrise la vie aquatique depuis bien plus longtemps que n'importe quel oiseau.
La patrouille territoriale du bar l'amène aux confins de son territoire, où l'eau prend un caractère différent. Ici, dans les zones saumâtres où les Everglades rencontrent la mer, un prédateur ancestral règne avec encore plus d'autorité que le bar en eau douce. Dans les eaux saumâtres où les Everglades rencontrent la mer, un géant préhistorique patrouille des territoires restés pratiquement inchangés depuis des millions d'années. Le crocodile américain, plus grand et plus agressif que son cousin l'alligator, représente l'un des prédateurs les plus performants de l'histoire de la Terre. Sa peau brun-olive, marquée de bandes transversales plus foncées, se fond parfaitement dans les racines des mangroves et les bancs boueux des zones humides côtières. La tête massive du crocodile perce la surface de la crique, révélant des yeux et des narines positionnés de manière à permettre une traque quasi silencieuse. Mesurant 5 mètres de long et pesant plus de 450 kilos, ce prédateur au sommet de la chaîne impose le respect à toutes les créatures de son territoire. Sa puissante queue, qui représente près de la moitié de son corps, le propulse dans l'eau avec une vitesse et une agilité surprenantes. Un grand héron bleu, pêchant dans les eaux peu profondes, se fige soudain au passage du crocodile. Sa mémoire ancestrale reconnaît le danger, mais le crocodile ne s'intéresse pas à l'échassier. Son attention se porte sur des proies plus grosses, des créatures qui représentent un repas plus consistant, digne de sa dépense énergétique. La stratégie de chasse du crocodile diffère sensiblement des tactiques d'embuscade de son cousin d'eau douce. Alors que les alligators attendent souvent, immobiles, qu'une proie s'approche à portée, les crocodiles sont des chasseurs plus actifs, patrouillant leur territoire et surveillant toute perturbation pouvant indiquer une proie potentielle. Leur capacité de nage supérieure et leur plus grande tolérance à l'eau salée leur permettent de chasser dans des zones où les alligators ne peuvent s'aventurer. L'habitat du crocodile, soumis aux marées, offre des possibilités de chasse uniques. À mesure que la marée se retire, les poissons se concentrent dans des bassins et des chenaux plus petits, ce qui en fait des proies plus faciles. Les puissantes mâchoires du crocodile, dont la force de morsure peut dépasser 1360 kg par pouce carré, peuvent broyer les carapaces des grandes tortues marines et les os des mammifères marins. Ces dents coniques, conçues pour saisir plutôt que mâcher, peuvent retenir même les proies les plus puissantes. Contrairement aux alligators qui deviennent paresseux par temps frais, les crocodiles américains restent actifs toute l'année dans le climat subtropical du sud de la Floride. Leur métabolisme plus rapide et leur plus grande tolérance au froid leur permettent de chasser efficacement en toute saison. Pendant les mois les plus chauds, ils peuvent s'aventurer dans les eaux plus profondes de la baie de Floride, tandis que pendant les périodes plus fraîches, ils se retrouvent dans les eaux moins profondes et plus chaudes des criques côtières. Le comportement de nidification du crocodile reflète son lien à la fois avec la terre et la mer. Les femelles construisent des nids en monticules sur les plages ou sur des zones surélevées près de l'eau, choisissant soigneusement les emplacements offrant la température et l'humidité nécessaires à l'incubation. Les nids, construits à partir de végétation et de sable, génèrent de la chaleur lors de la décomposition de la matière organique, maintenant ainsi la température précise nécessaire à son bon développement. La présence du crocodile américain dans les Everglades représente l'une des plus grandes réussites en matière de conservation. Réduite à moins de 20 couples reproducteurs dans les années 1970, la population s'est rétablie à plus de 2000 individus grâce à une gestion rigoureuse et à la protection de son habitat. Ce rétablissement témoigne de la résilience de l'espèce lorsqu'elle bénéficie d'une protection adéquate et d'un habitat adapté. Alors que le crocodile poursuit sa patrouille dans la crique de marée, son sillage perturbe un banc de poissons qui se nourrissaient dans les eaux peu profondes. Ce dérangement crée des ondulations dans l'eau, alertant les autres prédateurs de la présence d'une proie potentielle. Parmi ces chasseurs opportunistes, rares sont ceux qui sont aussi parfaitement adaptés à exploiter de telles situations que les pêcheurs aériens qui règnent sur le ciel des Everglades. La silhouette imposante du crocodile disparaît sous la surface, mais son influence sur l'écosystème perdure. Les poissons dispersés par son passage sont désormais menacés par les airs, où des prédateurs aux yeux perçants tournent patiemment en rond, guettant l'occasion idéale pour attaquer depuis le ciel. Au-dessus des eaux saumâtres où patrouille le crocodile américain,
maître de la chasse aérienne en cercle avec une précision méthodique. Le balbuzard pêcheur, souvent appelé faucon pêcheur, est l'un des prédateurs les plus spécialisés de la nature, parfaitement adapté à une vie presque entièrement consacrée à la pêche. Ses yeux jaunes perçants scrutent l'eau en contrebas, à la recherche de l'éclat révélateur des écailles qui signale une opportunité. L'apparence distinctive du balbuzard pêcheur le rend incomparable parmi les oiseaux des Everglades. Sa tête blanche, marquée d'une bande sombre traversant l'œil, contraste fortement avec son dos et ses ailes brun foncé. Ses épaules puissantes et ses ailes longues et étroites lui confèrent la combinaison parfaite de force et d'agilité nécessaire à son style de chasse unique. Un poisson fait surface pour attraper un insecte à la surface de l'eau. Son mouvement crée des ondulations concentriques qui attirent immédiatement l'attention du balbuzard pêcheur. L'oiseau ajuste sa trajectoire de vol et se positionne pour une attaque qui exige un timing parfait et une habileté exceptionnelle. Contrairement aux autres rapaces qui chassent des proies terrestres, le balbuzard pêcheur doit maîtriser les difficultés de la pénétration de l'eau tout en gardant un contrôle suffisant pour sécuriser sa prise. Le balbuzard pêcheur plonge d'une hauteur de 18 mètres, les ailes partiellement repliées pour réduire la résistance de l'air. À l'approche de l'eau, il étend ses pattes vers l'avant, révélant des serres spécialement adaptées pour attraper les poissons glissants. Le doigt externe est réversible, permettant au balbuzard pêcheur de saisir sa proie avec 2 doigts vers l'avant et 2 vers l'arrière, tandis que des spicules acérées sur les coussinets des doigts offrent une meilleure prise. L'impact avec l'eau projette des embruns dans toutes les directions tandis que le balbuzard disparaît sous la surface. L'espace d'un instant, l'eau bouillonne d'activité, puis l'oiseau émerge. Ses ailes puissantes battant furieusement pour s'élever hors de l'eau, lui et sa proie. Le poisson, un imposant tambour rouge, se débat entre les griffes du balbuzard, mais ses serres spécialisées tiennent bon. Le vol du balbuzard pêcheur avec sa prise témoigne d'une autre adaptation remarquable. Il positionne automatiquement le poisson la tête la première, réduisant ainsi la résistance de l'air et rendant le vol plus efficace. Ses narines peuvent se fermer pour empêcher l'eau de pénétrer pendant les plongées, tandis qu'une glande spéciale située au-dessus de ses yeux contribue à éliminer l'excès de sel de son organisme. Pendant la saison des pluies, lorsque les poissons sont largement répartis dans les paysages inondés, les balbuzards pêcheurs doivent parcourir de vastes territoires pour trouver des terrains de chasse propices. Leur vision exceptionnelle, parmi les plus perçantes du règne animal, leur permet d'apercevoir les poissons de très loin. Ils chassent souvent depuis des perchoirs, scrutant l'eau à la recherche de signes d'activité des poissons avant de s'engager dans un vol de chasse. Le comportement de nidification du balbuzard pêcheur reflète son attachement aux milieux aquatiques et terrestres. Ces oiseaux construisent d'immenses nids de branches sur des plateformes, des arbres morts ou des structures artificielles, retournant souvent au même nid année après année. Ces nids, qui peuvent peser plusieurs tonnes après des années d'ajout, offrent une vue imprenable sur les eaux environnantes et servent de base centrale pour les opérations de chasse. Le succès du balbuzard pêcheur en tant que spécialiste de la pêche en a fait l'un des oiseaux les plus répandus au monde, présent sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Dans les Everglades, sa présence témoigne de la bonne santé des populations de poissons et de la propreté des eaux, ce qui en fait un précieux indicateur de la santé des écosystèmes. Son rétablissement après le déclin induit par le DDT dans les années 1960 et 1070 constitue l'une des réussites les plus marquantes en matière de conservation. Tandis que le balbuzard pêcheur transporte sa prise vers un perchoir proche, sa trajectoire de vol le fait survoler des territoires occupés par d'autres prédateurs aériens. Le ciel des Everglades est disputé par de nombreuses espèces, chacune ayant sa propre stratégie de chasse et ses proies préférées. Parmi elles, rares sont celles qui inspirent autant de respect que les maîtres du vol plané, qui utilisent les courants thermiques pour chasser avec un minimum d'énergie. Les ailes du balbuzard pêcheur battent régulièrement tandis qu'il grimpe vers son perchoir, mais au loin, une autre forme tourne sans effort, ses ailes immobiles.
Ce chasseur aérien utilise une stratégie totalement différente qui lui permet de couvrir de vastes territoires avec un minimum d'efforts, tout en cherchant des opportunités que d'autres prédateurs pourraient manquer. Surfant sur les courants thermiques au-dessus des Everglades, un maître du vol économe en énergie démontre l'un des services écologiques les plus importants de la nature. L'urubu à tête rouge, avec sa tête rouge caractéristique et son envergure de 2 mètres, s'élève avec aisance dans le ciel, jouant son rôle crucial de nettoyeur de la nature. Ses sens aiguisés et ses adaptations spécifiques le rendent particulièrement apte à localiser et à consommer les charognes dans l'immensité de la rivière d'herbe. Le vol de l'urubu à tête rouge est un véritable modèle d'efficacité aérodynamique. Ses larges ailes, disposées en un V peu profond caractéristique appelé dièdre, lui permettent de planer pendant des heures sans battre des ailes. L'oiseau se balance doucement d'un côté à l'autre au gré des courants thermiques, utilisant un minimum d'énergie pour parcourir de vastes distances. De sa position élevée, il observe le paysage en contrebas avec des yeux capables de repérer les sources potentielles de nourriture à des kilomètres. Mais l'adaptation la plus remarquable de l'urubu à tête rouge est son odorat, inhabituel chez les oiseaux et extraordinaire chez les rapaces. Ses grandes fosses nasales et ses bulbes olfactifs bien développés lui permettent de détecter les gaz produits par la décomposition à grande distance. Cette capacité en fait le charognard le plus efficace des Everglades, capable de localiser les charognes même dissimulées sous une végétation dense. Une perturbation dans la canopée attire l'attention du vautour. Un alligator a tué un animal et les odeurs de sang et de décomposition naissante atteignent déjà l'oiseau en plein vol. Le vautour ajuste sa trajectoire et entame une descente progressive vers l'endroit où il pourrait se nourrir. Son œil perçant, combiné à son odorat, lui permet d'évaluer la situation. La tête chauve de l'urubu à tête rouge, souvent considérée comme inesthétique, témoigne d'une adaptation parfaite à son mode de vie. L'absence de plumes empêche l'accumulation de bactéries et de parasites lorsque l'oiseau se nourrit de charognes. Son estomac fortement acide, dont le pH est proche de celui de l'acide de batterie, lui permet de consommer sans danger une viande qui serait toxique pour d'autres animaux. Cette combinaison d'adaptation fait de l'urubu à tête rouge l'un des oiseaux les plus résistants aux maladies au monde. La panthère de Floride, l'un des grands mammifères les plus menacés d'Amérique du Nord, représente le cœur sauvage de la péninsule. Ce magnifique félin, avec sa robe fauve et sa carrure imposante, incarne l'esprit sauvage d'un paysage resté pratiquement inchangé depuis des millénaires. Les yeux ambrés de la panthère scrutent le sol de la forêt tandis qu'elle se déplace silencieusement dans les sous-bois. Chaque patte est posée avec une précision délibérée, ses coussinets souples ne produisant aucun bruit sur la litière de feuilles. Sa longue queue, presque aussi longue que son corps, lui sert de contrepoids lorsqu'il se déplace parmi les troncs tombés et la végétation dense. Chaque muscle de sa puissante carcasse est enveloppé d'une énergie potentielle, prête à exploser à tout moment. Un cerf de Virginie lève la tête, les oreilles pivotant au moindre bruit. La panthère se fige instantanément, se fondant dans l'ombre de la forêt. Son pelage fauve, marqué de subtiles rosettes qui s'estompent avec le temps, offre un camouflage parfait dans la lumière tamisée et l'ombre. La respiration du félin ralentit, son rythme cardiaque devient presque imperceptible, faisant preuve de la patience qui a fait de lui le prédateur suprême des habitats terrestres des Everglades. La stratégie de chasse de la panthère reflète des millions d'années de perfectionnement évolutif. Contrairement aux chasseurs tenaces de la savane africaine, la panthère de Floride est un prédateur embusqué, s'appuyant sur sa furtivité et sa puissance explosive pour capturer ses proies. Son arrière-train musclé, capable de la propulser sur 4,5 mètres d'un seul bond, lui confère la force nécessaire pour abattre des proies bien plus grandes qu'elle. Le cerf avance prudemment, puis un autre, se détendant progressivement tandis que la forêt demeure silencieuse. Le regard de la panthère ne quitte jamais sa cible, calculant la distance, la direction du vent et la voie d'approche optimale. Cette chasse représente plus qu'un simple repas. C'est une épreuve de compétence qui détermine la survie dans l'un des environnements les plus difficiles du continent. L'attaque de la panthère survient sans prévenir. En 2 bonds puissants, elle se rapproche de sa proie, ses griffes s'étendant jusqu'à ses flancs. Le cri d'alarme du cerf résonne dans le marais, mais les puissantes mâchoires de la panthère le font taire rapidement.
Cette proie lui fournira de quoi se nourrir pendant plusieurs jours, lui permettant de se reposer et de conserver son énergie entre deux chasses. Le régime alimentaire de la panthère de Floride reflète les proies disponibles dans son écosystème. Le cerf de Virginie constitue la majeure partie de son alimentation, mais ce félin adaptable chasse également des sangliers, des ratons laveurs, des tatous et même des alligators lorsque l'occasion se présente. Pendant la saison des pluies, lorsque les proies sont dispersées dans les terres inondées, les panthères doivent parcourir d'immenses territoires pour trouver suffisamment de nourriture. Le comportement territorial de la panthère est crucial pour sa survie dans le paysage fragmenté du sud de la Floride. Les mâles ont besoin de territoires de 500 à 780 km², tandis que les femelles ont besoin de 190 à 320 km². Ces territoires doivent offrir suffisamment de proies, d'eau et de tanières, ainsi que des couloirs de déplacement entre les zones d'alimentation. La capacité de la panthère à se déplacer dans ce paysage complexe témoigne de sa connaissance approfondie de la géographie des Everglades. Tandis que la panthère se nourrit de sa proie, ses oreilles sensibles détectent l'approche d'autres charognards. Le grognement sourd du félin avertit les concurrents potentiels de garder leur distance, mais rappelle aussi que même le prédateur suprême doit partager son territoire avec d'autres chasseurs. Le succès de la panthère a créé des opportunités pour les prédateurs et les charognards plus petits, contribuant ainsi au réseau complexe de relations qui définit l'écosystème des Everglades. Le rétablissement de la panthère de Floride, qui était au bord de l'extinction, représente l'une des réussites les plus difficiles en matière de conservation. D'un faible nombre d'individus dans les années 1970, la population a lentement augmenté pour atteindre plus de 200 félins. Ce rétablissement a nécessité une gestion intensive, incluant des apports génétiques, la protection de l'habitat et la construction de corridors fauniques reliant les habitats fragmentés. La présence de la panthère dans les Everglades va au-delà de son rôle de prédateur. Parmi celles-ci, un groupe maîtrise l'art de vivre à la fois en milieu terrestre et aquatique, faisant preuve d'une remarquable adaptabilité aux conditions changeantes des Everglades. Les sens aiguisés de la panthère détectent les mouvements près d'un étang voisin, où une créature parfaitement adaptée à la nature amphibie des Everglades démontre ses propres stratégies de survie. Cet habitant à la fois terrestre et aquatique représente une approche différente de l'exploitation des ressources de la rivière d'herbe. Dans un paisible coin perdu des Everglades, où les cyprès surgissent des eaux sombres et où la mousse espagnole drape les branches comme des rideaux anciens, un ingénieur industrieux travaille sans relâche à modifier son environnement. Le castor américain, le plus grand rongeur d'Amérique du Nord, représente l'un des ingénieurs écosystémiques les plus accomplis de la nature, capable de transformer des paysages entiers grâce à ses activités de construction de barrages. Le corps trapu et tonneau du castor se déplace dans l'eau avec une grâce surprenante. Sa fourrure dense et imperméable, composée de longs poils de garde recouvrant un sous-poil doux, offre une isolation parfaite pour son mode de vie semi-aquatique. Sa grande queue plate remplie de multiples fonctions. Gouvernail pour nager, support pour se tenir debout, moyen de communication lorsqu'on le frappe contre l'eau et réserve de graisse pour les périodes de disette. Un jeune cyprès poussant au bord de l'eau a attiré l'attention du castor. Ses puissantes dents de devant, qui poussent continuellement tout au long de sa vie, sont parfaitement conçus pour couper le bois. Les muscles de sa mâchoire, parmi les plus puissants de tous les rongeurs, peuvent générer une force incroyable, lui permettant d'abattre des arbres bien plus grands que lui. Le castor commence son travail avec une précision méthodique, créant une entaille caractéristique en forme de sablier autour de la base de l'arbre. Ses incisives oranges, durcies au fer, tranchent le bois avec une efficacité remarquable. Il s'arrête de temps en temps pour écouter les signes de danger, son ouïe fine étant à l'affût de toute menace qui pourrait s'approcher pendant qu'il travaille. L'arbre qui tombe crée un plouf qui fait onduler l'eau calme. Le castor commence immédiatement à découper l'arbre en morceaux faciles à manipuler, coupant les branches et le tronc en morceaux pouvant être transportés jusqu'au chantier. Ce comportement démontre la remarquable capacité du castor à planifier et à exécuter des projets complexes nécessitant plusieurs étapes et un temps considérable. La construction de barrages par les castors a des conséquences profondes sur l'écosystème des Everglades. En créant de petits barrages, les castors ralentissent le débit de l'eau, créant ainsi des bassins plus profonds qui offrent un habitat aux poissons, aux grenouilles et aux insectes aquatiques. Cette profondeur accrue crée également des conditions favorables à la croissance des plantes aquatiques, qui à leur tour soutiennent une communauté diversifiée d'herbivores et de prédateurs qui les chassent.
La hutte du castor, une structure en forme de dôme construite avec des branches, de la boue et de la végétation, offre un abri sûr à la famille. L'entrée est située sous l'eau, ce qui la rend accessible uniquement aux castors et les protège des prédateurs terrestres. À l'intérieur, la hutte est tapissée d'écorces déchiquetées et de végétation, créant un espace de vie confortable qui reste sec même lorsque le niveau de l'eau fluctue. Pendant la saison des pluies, lorsque le niveau de l'eau des Everglades monte en flèche, les castors doivent adapter leur comportement aux conditions changeantes. L'augmentation du débit peut menacer leur barrage, nécessitant un entretien et des réparations constants. Les castors travaillent en famille, adultes et jeunes contribuant tous à l'entretien de leur environnement artificiel. Le régime alimentaire du castor reflète son rôle d'herbivore terrestre et aquatique. En été, il se nourrit de diverses plantes aquatiques, notamment de nénuphars, de quenouilles et de potamots. En hiver, lorsque la végétation verte se fait rare, il se nourrit d'écorces et de cambium de plantes ligneuses, notamment de trembles, de saules et de bouleaux, lorsqu'ils sont disponibles. L'influence du castor sur les Everglades s'étend bien au-delà de ses environs immédiats. Les étangs créés par les barrages de castor constituent un habitat essentiel pour la sauvagine, les amphibiens et les insectes aquatiques. L'augmentation de la capacité de stockage de l'eau contribue à maintenir le débit des cours d'eau pendant les périodes sèches, tandis que les zones humides créées par l'activité des castors servent de filtre naturel, améliorant la qualité de l'eau en aval. Les activités d'ingénierie du castor créent un habitat pour de nombreuses autres espèces. Les arbres morts résultant des inondations offrent des sites de nidification aux pics et autres oiseaux cavicoles. L'augmentation des populations d'insectes dans les étangs de castor soutient une variété d'oiseaux insectivores, de chauves-souris et d'amphibiens. Même la réserve de nourriture hivernale du castor, stockée sous l'eau près de la hutte, fournit de la nourriture à d'autres herbivores en période difficile. Tandis que le castor poursuit son travail, ajoutant une branche à son barrage en pleine croissance, le bruit de ses travaux se propage dans le marais silencieux. Les modifications apportées à son environnement par ce mammifère industrieux créent des opportunités pour d'autres espèces, mais elles attirent aussi l'attention des prédateurs. L'activité accrue autour des étangs de castor en fait des terrains de chasse attrayants pour les créatures qui exploitent les concentrations de proies. Les prouesses techniques du castor ont créé un pôle d'activité dans ce qui était autrefois un endroit paisible. La biodiversité accrue autour de l'étang des castors attire de nombreuses espèces, notamment des prédateurs aériens qui maîtrisent l'art de chasser dans l'environnement tridimensionnel complexe de la canopée des Everglades. Alors que l'obscurité s'abat sur les Everglades, une nouvelle génération de prédateurs émerge pour s'emparer de la nuit. Parmi ces créatures d'ombre et de silence, aucun n'est plus redoutable que le grand-duc d'Amérique, dont les ululements profonds résonnent dans le marais tel un ancien cri de guerre. Ce puissant rapace, avec ses touffes d'oreilles caractéristiques et ses yeux jaunes perçants, représente le summum de la chasse nocturne dans les Everglades. La silhouette trapue et puissante du grand-duc d'Amérique reflète son statut de prédateur parmi les plus polyvalents d'Amérique du Nord. Son plumage tacheté de brun et de gris lui offre un camouflage parfait sur l'écorce des cyprès, tandis que ses grands yeux orientés vers l'avant lui confèrent une perception de la profondeur et une vision nocturne exceptionnelle. Ses disques faciaux, composés de plumes spécialisées, transmettent les ondes sonores à ses oreilles asymétriques, lui permettant de localiser ses proies avec une précision remarquable. Un rat de coton court à travers les sous-bois, ses petites griffes grattant les feuilles mortes à la recherche de graines et d'insectes. La tête du hibou tourne avec une précision mécanique, captant le son tandis que son corps reste parfaitement immobile. Son ouïe exceptionnelle lui permet de détecter les battements de cœur des petits mammifères, ce qui lui confère un avantage considérable dans l'obscurité des Everglades. Le vol du grand-duc d'Amérique est un chef-d'œuvre de locomotion silencieuse. Ses plumes alaires sont dotées de franges spéciales qui brisent les turbulences de l'air, éliminant ainsi le bruit qui accompagne habituellement le vol. Cette adaptation lui permet d'approcher ses proies en toute discrétion, surgissant tel un murmure de mort dans l'obscurité. L'attaque du hibou survient sans prévenir. Ces puissantes serres, capables d'exercer une pression allant jusqu'à 136 kg par pouce carré, frappent avec une précision mortelle. La mort du rat de coton est instantanée, témoignant de l'efficacité du hibou comme prédateur.
Son bec acéré, conçu pour déchirer la chair, abat rapidement toute proie survivante. Le régime alimentaire du grand-duc d'Amérique reflète sa position de prédateur au sommet de la chaîne alimentaire peu limitée. Ce chasseur adaptable s'attaque à des proies aussi variées que des insectes, des petits mammifères, des oiseaux aussi gros que des oies et même de petits cerfs. Dans les Everglades, il chasse couramment des lapins, des rats, des écureuils et diverses espèces d'oiseaux aquatiques. Sa propension à attaquer des proies bien plus grandes qu'eux lui a valu le surnom de tigre de l'air. Le comportement territorial du hibou s'intensifie pendant la saison de reproduction lorsque les couples établissent et défendent de vastes territoires pouvant s'étendre sur plusieurs centaines d'hectares. Leurs ululements profonds et résonnants servent à la fois d'annonce territoriale et de communication entre les partenaires. Leurs cris distinctifs, souvent décrits comme « kikiki, kiki », s'entend à des kilomètres à travers le paisible paysage des Everglades. Les grands-ducs d'Amérique sont parmi les premiers nicheurs d'Amérique du Nord. Leur cycle de reproduction débute au cœur de l'hiver, alors que la plupart des autres oiseaux sont encore dans leurs aires d'hivernage. Ce moment permet à leurs petits de s'envoler au moment où les proies sont les plus abondantes, leur conférant ainsi les meilleures chances de survie. Les hiboux utilisent généralement des nids abandonnés de rapaces ou de corbeaux, ou nichent parfois dans des cavités d'arbres, voire sur des corniches de falaises. Le rôle du hibou dans l'écosystème des Everglades va au-delà de sa fonction de prédateur. En contrôlant les populations de petits mammifères et d'oiseaux, le grand-duc d'Amérique contribue à maintenir l'équilibre qui permet à plusieurs espèces de coexister dans cet environnement complexe. Sa présence témoigne d'un écosystème sain, doté de populations de proies adéquates et de sites de nidification adaptés. Alors que le grand-duc d'Amérique se perche pour dévorer sa proie, ses yeux perçants scrutent l'obscurité à la recherche de nouvelles opportunités. La nuit est encore jeune, et les capacités de chasse exceptionnelles du hibou lui permettent d'exploiter des proies inaccessibles aux autres prédateurs. La tortue alligator d'Amérique, la plus grande tortue d'eau douce d'Amérique du Nord, incarne une stratégie de chasse si primitive et efficace qu'elle est restée pratiquement inchangée depuis des millions d'années. La carapace massive de la tortue, recouverte d'algues et de mousse, la rend pratiquement impossible à distinguer d'une bûche recouverte de mousse gisant au fond du canal. Son apparence préhistorique, avec sa carapace hérissée de pointes et son bec crochu, semble plus adaptée à l'époque des dinosaures qu'aux Everglades modernes. Ses petits yeux, situés au sommet de sa tête massive, restent fixés sur l'eau, tandis que son corps repose immobile sur le fond boueux. La caractéristique la plus remarquable de la tortue alligator se cache dans sa bouche caverneuse. Un petit appendice rose, évoquant un ver, se tortille de manière séduisante dans l'obscurité. Ce leurre, en réalité une partie modifiée de la langue de la tortue, représente l'un des exemples les plus sophistiqués de mimétisme agressif du règne animal. Un gros bar, attiré par le mouvement de ce qui semble être un repas facile, s'approche de la gueule béante de la tortue. Les yeux de la tortue suivent le mouvement du poisson, mais son corps reste parfaitement immobile. Le bar se rapproche, son instinct de prédateur prenant le dessus sur la prudence qui l'a maintenu en vie dans les eaux dangereuses des Everglades. L'attaque de la tortue est explosive et définitive. Ses mâchoires massives, mues par des muscles capables de générer plus de 450 kg de pression par pouce carré, se referment avec la force d'un piège en acier. La chigogne disparaît instantanément, incapable de résister à des mâchoires capables de briser un manche à balai en deux. Le bec crochu de la tortue, conçu pour saisir et déchirer, garantit qu'aucune proie ne s'échappe une fois capturée. La stratégie de chasse patiente de la tortue alligator reflète ses faibles besoins énergétiques. Contrairement à des prédateurs plus actifs qui doivent chasser régulièrement pour maintenir leur métabolisme, la tortue peut survivre des mois sans se nourrir. Son métabolisme lent et sa capacité à rester immobile pendant des heures en font l'un des prédateurs les plus économes en énergie des Everglades. La taille imposante de la tortue, dépassant souvent 90 kg, la rend pratiquement invulnérable à la prédation à l'âge adulte. Sa carapace hérissée de pointes, renforcée d'os épais, lui offre une protection que même les plus grands alligators respectent. Ses puissantes griffes, conçues pour creuser et grimper, peuvent infliger de graves blessures à toute créature assez imprudente pour la harceler. Pendant la saison de reproduction, les tortues alligators femelles s'aventurent sur la terre ferme pour nicher, un comportement qui contraste fortement avec leur mode de vie aquatique.
Le voyage vers des sites de nidification propices peut les éloigner de l'eau, les rendant vulnérables aux prédateurs terrestres. Les femelles creusent des nids profonds dans un sol sablonneux, pondant des couvées de 20 à 50 œufs qui incuberont pendant plusieurs mois. Le rôle de la tortue alligator dans l'écosystème des Everglades est souvent négligé, mais elle joue un rôle important en tant que prédatrice et charognarde. Sa propension à consommer des charognes en fait un membre précieux des équipes de nettoyage, tandis que sa prédation sur les poissons contribue à maintenir l'équilibre de la population aquatique. La longévité de la tortue, certains individus pouvant vivre plus de 100 ans, en fait un lien vivant avec le passé des Everglades. Ces reptiles anciens ont été témoins des changements radicaux qui ont transformé le sud de la Floride au cours du siècle dernier, survivant grâce à leur adaptabilité et à l'efficacité intemporelle de leur stratégie de chasse. Le lépisosté de Floride, avec son corps allongé et ses dents acérées comme des aiguilles, représente l'un des prédateurs les plus performants des écosystèmes d'eau douce. Ce fossile vivant maîtrise l'art de la chasse à l'affût dans le milieu aquatique complexe des Everglades. Le corps en forme de torpille du lépisosté, recouvert d'écailles en forme de losange formant une armure naturelle, fend l'eau sans le déranger. Son museau long et étroit, bordé de rangées de dents acérées, est parfaitement conçu pour capturer poissons et autres proies aquatiques. Sa vessie natatoire primitive, qui fait office de poumon, lui permet d'aspirer l'air à la surface, ce qui lui confère un avantage crucial dans les eaux pauvres en oxygène des Everglades. Un banc de petits poissons évolue dans les eaux peu profondes, leurs flancs argentés scintillant dans la faible lumière qui filtre à travers l'eau. Le lépisosté se positionne parmi les racines de cyprès, sa coloration tachetée offrant un camouflage parfait contre le bois submergé. Ses grands yeux, positionnés pour une excellente vision vers l'avant, suivent les mouvements de ses proies potentielles tandis que son corps reste immobile. La stratégie d'attaque du lépisosté allie patience et réflexes ultra rapides. Lorsqu'un poisson s'aventure à portée, l'attaque du lépisosté est trop rapide pour être suivie à l'œil nu. Ses longues mâchoires se déplacent latéralement, un mouvement qui lui permet de capturer sa proie avec un minimum de mouvement corporel. Le poisson se retrouve empalé sur les dents acérées du lépisosté, sans aucune chance de s'échapper. Le succès de chasse du lépisosté de Floride dépend de sa capacité à rester immobile pendant de longues périodes. Contrairement aux prédateurs plus actifs qui doivent constamment chercher leur proie, le lépisosté laisse ses proies venir à lui. Cette stratégie économe en énergie en fait l'un des prédateurs les plus performants des habitats d'eau douce des Everglades. La présence du lépisosté dans les Everglades remplit d'importantes fonctions écologiques. Prédateur de petits poissons, il contribue au maintien de la diversité des espèces en empêchant une seule espèce de dominer la communauté aquatique. Son rôle de charognard contribue également au cycle des nutriments dans l'écosystème aquatique. L'ancienne lignée du lépisosté relie les Everglades modernes à un passé lointain, où des prédateurs similaires dominaient les systèmes d'eau douce de la planète. Sa survie à travers d'innombrables changements environnementaux démontre l'efficacité de sa conception prédatrice et sa capacité à s'adapter aux conditions changeantes. Tandis que le lépisosté poursuit sa chasse patiemment parmi les racines de cyprès, sa présence influence le comportement d'innombrables autres créatures aquatiques. Les petits poissons apprennent à éviter les zones où ils chassent, tandis que d'autres prédateurs profitent de ces activités en récupérant les restes de ses repas. Les territoires de chasse du lépisosté s'étendent sur l'ensemble des habitats d'eau douce des Everglades, des marécages peu profonds aux chenaux plus profonds. Sa capacité à tolérer une grande variété de conditions aquatiques en fait l'un des prédateurs les plus répandus du système, adaptant sa stratégie de chasse aux conditions spécifiques de chaque habitat. Le succès du chasseur préhistorique dans les Everglades modernes démontre l'efficacité intemporelle de sa conception prédatrice. Alors que d'autres espèces ont développé des techniques de chasse plus spécialisées, la combinaison de patience, de camouflage et de frappe fulgurante du lépisosté a prouvé son efficacité malgré des millions d'années de changements environnementaux. Tandis que le lépisosté reprend sa position d'embuscade parmi les racines des cyprès, l'eau qui l'entoure continue de vibrer au rythme de l'activité d'autres chasseurs nocturnes. L'écosystème complexe des Everglades abrite d'innombrables espèces, chacune dotée de ses propres adaptations et stratégies de survie. Parmi elles, certaines maîtrisent l'art d'exploiter la frontière entre l'eau et la terre, utilisant leur capacité à se déplacer entre ces deux mondes pour trouver des ressources inaccessibles aux autres espèces. Alors que la lune se lève sur les Everglades,
Un cri profond et sonore résonne sur l'eau, annonçant la présence de l'un des habitants les plus bruyants de la zone humide. La grenouille taureau américaine, la plus grande grenouille d'Amérique du Nord, se tient au bord d'un étang tranquille. Son énorme poche labiale se gonfle et se dégonfle au gré de son cri caractéristique, le jugorum, audible à des kilomètres à la ronde. La taille impressionnante de la grenouille taureau, certains individus atteignant 20 cm de long et pesant plus de 450 grammes, en fait une présence remarquable au sein de la communauté amphibienne des Everglades. Sa peau vert olive, marquée de taches et de barres plus foncées, lui offre un excellent camouflage parmi la végétation aquatique. Ses grands yeux globuleux, situés au sommet de sa large tête, lui offrent une excellente vision des environnements terrestres et aquatiques. Une grande libellule plane au-dessus de l'eau près de la position de la grenouille taureau, ses ailes irisées captant la lumière de la lune tandis qu'elle chasse de petits insectes. Les yeux de la grenouille taureau suivent ses mouvements avec la précision d'un radar. Sa langue, presque aussi longue que son corps, est enroulée dans sa bouche comme une arme à ressort, prête à frapper toute proie qui s'aventure à portée. L'attaque de la grenouille taureau est explosive et précise. Sa langue jaillit à une vitesse incroyable, sa pointe collante adhérant à la libellule avant de revenir brusquement dans la bouche de la grenouille. La séquence complète dure moins d'une seconde, démontrant l'étonnante coordination entre les yeux, le cerveau et la langue de la grenouille taureau, qui en fait un prédateur si efficace. Le régime alimentaire de la grenouille taureau américaine reflète sa nature opportuniste et sa taille impressionnante. Alors que les petites grenouilles se nourrissent principalement d'insectes, le menu de la grenouille taureau comprend des poissons, d'autres grenouilles, de petites tortues, des serpents, des oiseaux et même de petits mammifères. Sa propension à consommer presque tout ce qui bouge et tient dans sa bouche en fait l'un des prédateurs les plus efficaces des zones humides des Everglades. La stratégie de chasse de la grenouille taureau allie patience et explosivité. Le jour, elle reste souvent immobile au bord de l'eau, ressemblant à un rocher moussu ou à un débris. Son camouflage est si efficace que ses proies s'approchent souvent à portée de tir sans même percevoir le danger. La nuit, la grenouille taureau devient plus active, utilisant son excellente vision nocturne pour chasser dans l'obscurité. Les puissantes pattes postérieures de la grenouille taureau, adaptées à la nage et au saut, lui permettent de se déplacer aussi bien dans l'eau que sur terre. Ses pieds palmés lui offrent une excellente propulsion pour nager, tandis que ses puissants muscles peuvent la propulser jusqu'à 2 mètres d'un seul bond. Cette mobilité lui permet d'exploiter les ressources des milieux aquatiques et terrestres. Le cycle de reproduction de la grenouille taureau est étroitement lié aux saisons des Everglades. Pendant la saison de reproduction, les mâles établissent des territoires en eau peu profonde et lancent des cris pour attirer les femelles. Ces cris profonds et résonnants, qui donnent son nom à la grenouille taureau, ont de multiples fonctions. Attirer des partenaires, établir des territoires et avertir les mâles rivaux de se tenir à distance. Les têtards de la grenouille taureau, dont la métamorphose peut prendre jusqu'à 2 ans, jouent un rôle important dans l'écosystème aquatique. Ces grandes larves herbivores contribuent au contrôle des populations d'algues et servent de nourriture à de nombreux prédateurs. Ce long développement permet aux têtards de grandir suffisamment pour avoir de meilleures chances de survie lorsqu'ils deviennent adultes. La présence de la grenouille taureau dans les Everglades a des implications écologiques qui vont au-delà de son rôle de prédateur. Ces cris puissants contribuent au chœur nocturne qui caractérise le paysage sonore des zones humides. Les vocalisations de la grenouille taureau fournissent également des informations importantes sur la qualité de l'eau et la santé de l'habitat, car ces amphibiens sont sensibles aux changements environnementaux. Le succès de la grenouille taureau dans les Everglades démontre l'importance de préserver la santé des habitats humides. Ces amphibiens ont besoin d'eau propre pour se reproduire et d'habitats diversifiés pour se nourrir et s'abriter. Leur présence témoigne d'un écosystème équilibré, caractérisé par une qualité de l'eau et une diversité d'habitats adéquates. Le parc national des Everglades est souvent considéré comme le parc le plus menacé des États-Unis. Au milieu du XIXe siècle, la loi fédérale sur les marais et les terres inondées a transféré le contrôle des Everglades à l'État de Floride, à condition qu'ils soient asséchés. S'en est suivi une rapide transformation des zones humides en terres agricoles, principalement pour la culture de la canne à sucre et du riz. Pour gérer l'eau, la région a dû construire un vaste système de canaux de drainage et de stations de pompage.
Au début des années 1900, 2 ouragans dévastateurs ont frappé la Floride, faisant des milliers de victimes. Cela a entraîné la construction d'une digue autour du lac Okeechobee. Si cette digue a permis d'éviter les inondations, elle a également perturbé l'écoulement naturel des eaux qui alimentaient autrefois les Everglades. La zone protégée par la digue, aujourd'hui connue sous le nom de zone agricole des Everglades, s'étend sur environ 600 hectares. La nappe phréatique étant située juste en dessous de la surface, les agriculteurs doivent pomper l'eau pendant la saison des pluies et la puiser dans le lac pendant les mois secs pour irriguer leurs champs. Dans les années 1930, le réseau de canaux avait drainé l'est des Everglades, interrompant ainsi le cours d'eau naturel qui caractérisait la région. Le corps des ingénieurs de l'armée américaine a ensuite transformé la rivière Kissimmee en un canal rectiligne de 85 km, détruisant ainsi d'innombrables zones humides. Aujourd'hui, plus de 2250 km de canaux et de digues sillonnent la région pour contrôler et détourner les eaux. Les espèces non indigènes représentent un autre défi majeur. Ces animaux et plantes ont été introduits en Floride intentionnellement ou accidentellement comme animaux de compagnie, sources alimentaires, plantes ornementales ou pour lutter contre les nuisibles. Une fois relâchés dans la nature, ils ont commencé à prospérer sans les prédateurs ni les maladies qui les maintenaient sous contrôle dans leur habitat naturel. En conséquence, de nombreuses espèces introduites supplantent désormais les espèces indigènes pour l'espace et les ressources, perturbant ainsi l'équilibre d'écosystèmes fragiles. Depuis le début du XXe siècle, ces envahisseurs se sont répandus dans tout le sud de la Floride, modifiant le paysage et évinçant la faune indigène. Des efforts sont en cours pour les contrôler, mais leur élimination complète reste extrêmement difficile. L'impact le plus visible sur les Everglades provient du développement. L'expansion urbaine, l'agriculture et l'industrie ont déjà envahi plus de la moitié des Everglades d'origine. La croissance démographique du sud de la Floride s'accompagne d'une demande croissante en terres et en eau. Des cultures comme la canne à sucre et le riz, ainsi que l'élevage laitier, continuent de s'étendre sur des terres autrefois des zones humides prospères. Fasciné par l'incroyable faune du parc national des Everglades? Montrez un peu d'amour en appuyant sur ce bouton j'aime et en laissant un commentaire avec votre animal préféré. Partagez cette vidéo pour aider à sensibiliser et à soutenir la protection de ces écosystèmes époustouflants. Et n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour ne plus jamais manquer une autre aventure inoubliable dans la nature.